très vite, ça devient assez rébarbatif quand même d'analyser des comptes de résultats et des bilans à la main. Et donc moi, c'était plus une dynamique, tu vois, de vouloir automatiser ce processus de recherche. Finalement, c'est un segment sur lequel tu te retrouves à avoir de vraies anomalies que tu peux encore détecter avec des screeners. D'une manière générale, je pense que c'est très important de rester à l'écoute de ce que font les initiés. Et d'ailleurs, actuellement, tous les initiés chez Nvidia vendent en masse. Dans le contexte actuel, il y a une énorme vague sur le sujet de l'IA. Mais selon moi, ce qui m'intéresse énormément vis-à-vis de ça, c'est la conséquence que ça va avoir sur un plan énergétique. Parce que du coup, ça fait exploser nos besoins en énergie. Donc, situation de shortage énergétique probable sur des boîtes que j'achète à un discount bien plus élevé. Et donc, je suis plutôt bullish sur ça que sur l'IA. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Pour surperformer les indices sur les marchés financiers, il n'y a pas 40 solutions. Il faut sortir des sentiers battus, trouver les anomalies de marché ou les asymétries d'informations qui vont te permettre de dénicher les titres dont le fort potentiel n'est pas encore pricé par le marché. Un segment en particulier se distingue et qui permet de le faire bien, c'est la catégorie des petites capitalisations. Un univers de quelques dizaines de milliers de sociétés étalées sur toutes les géographies, sur tous les secteurs d'activité. C'est en tout cas la thèse d'investissement de Rémi de Truchy de Varenne, notre invité du jour. Ingénieur de formation et devenu entrepreneur et investisseur, Rémi a créé un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans les small caps. Il investit principalement en bourse avec une approche long terme et une forte diversification géographique sectorielle. Il a également à son actif une chaîne YouTube que je te conseille d'aller regarder qui s'appelle Parlons Long Terme. Au fil de notre conversation, on aborde la méthodologie et l'approche qui entoure l'investissement value, les critères qualitatifs, quantitatifs, les ratios à regarder en priorité, les opportunités et tendances actuelles sur ce marché, les erreurs à éviter quand on analyse une valeur, en particulier small cap, les critères de diversification et pourquoi Rémi considère que la diversification de son portefeuille actuel est optimale avec seulement une quinzaine de lignes, les livres indispensables pour aller plus loin et affiner ton profil d'investisseur. Bref, tu devrais sortir de cet épisode mieux armé pour devenir un meilleur investisseur, un bon investisseur qui, selon Rémi, est un investisseur qui dure. Si tu veux mettre en pratique ce que tu vas entendre, je te recommande aussi le logiciel Value Investing Screener que propose Rémi et qui t'aidera dans l'analyse de tous les ratios dont on parle sur la conversation. Tu trouveras en description de l'épisode un lien affilié qui ne te coûtera pas plus cher, disponible sur le lien investisseur avec un s.com/VIS. Allez, sur ce, on attaque notre conversation sur le stock picking, des petites capitalisations avec Rémi. C'est parti. Salut Rémi, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Bonjour Paco, merci pour l'invitation. Merci à toi de l'avoir accepté. On va parler stock picking, on va parler bourse aujourd'hui avec toi. Un sujet toujours très intéressant et pertinent et assez peu exploré en profondeur. Donc j'ai l'espoir qu'on puisse aller un petit peu au travers de notre conversation dans l'analyse, dans la compréhension de comment choisir une action plutôt qu'une autre. Pour les gens qui ne te connaissent pas du tout, est-ce que tu pourrais te présenter ? Rémi de Truchy de Varenne. Je suis ingénieur de formation, aujourd'hui entrepreneur, investisseur. J'ai créé une première société de conseil en gestion de patrimoine indépendant il y a quelques années maintenant, qui était spécialisée dans le fait de dénicher des petites capitalisations boursières. Ce qui a fait son succès et ce qui fondait notre avantage concurrentiel, c'était des algorithmes que j'avais codés moi-même pour justement faciliter la recherche d'actions sur la base d'une approche value, donc d'une approche fondée sur les éléments financiers d'une entreprise et non pas des courbes. Je lis ni dans les graphiques ni dans les étoiles. Et ensuite, mon rêve, c'était de rendre ces algorithmes accessibles à tous. C'est un rêve qui est devenu réalité il y a un petit peu plus de 2 ans avec la naissance du logiciel Value Investing Screener que j'ai cofondé. Un logiciel qui a bien marché. On a aujourd'hui des clients dans plus de 20 pays. On a suite à ça créé un cabinet de gestion de fortune. On a réitérer notre succès dans le monde du logiciel avec un autre logiciel, notamment en immobilier nommé Immoscan. Et donc voilà, aujourd'hui, et 100% de mes flux de trésorerie constitués sur la base de mes différentes activités sont placés en bourse à long terme dans des sociétés dans les pays baltes où je réside. D'accord, parfait. Voilà. Donc profil plutôt ingénieur et sur cette base-là, ensuite tu t'es ramifié au marché financier à proprement parler en fait derrière, quoi. C'est ça l'idée? Ouais, le monde financier ne m'était pas étranger. Je viens d'une famille où il y avait plusieurs financiers. J'ai un de mes oncles qui était conseiller en gestion de patrimoine pour milliardaires à Singapour, un autre qui avait développé ce genre d'algorithme pour la Banque de France et Feu le Crédit Suisse. Donc je peux pas dire que
Je n'aurais pas le storytelling d'un mec qui est parti de rien, etc. J'ai une famille où il y avait des gens dans le monde financier, ça ne me paraissait pas accessible, même si je ne faisais pas forcément ce parcours-là à la base. Je me suis orienté, j'ai un tempérament assez créatif, et puis analytique, c'est plutôt grand l'école, et donc je suis allé plutôt vers le métier d'ingénieur parce que je pensais que c'était quelque chose qui allait me plaire, mais le fait est que si tu as envie d'être créatif et de bien gagner ta vie, c'est beaucoup plus efficace d'être entrepreneur. Mais je n'avais pas l'assurance de le devenir, donc je me suis d'abord, pendant mes études, penché sur le sujet de l'investissement, et finalement c'est cette passion du sujet du value investing finalement qui m'a amené eh bien à créer cette première boîte là-dedans, en combinant ces deux envies. Ok. D'un point de vue technique, justement, du point de vue de l'ingénieur, créer ce que tu as créé, les SaaS, etc. Est-ce que c'était plus ton côté créatif du coup qui a été exercé, musclé pour ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui est complexe et qui nécessite vraiment du coding et du coup vraiment un profil poussé dans l'ingénierie? Je sais pas si je dirais ni l'un ni l'autre. C'était surtout mon appétence à résoudre des problèmes, si tu veux. Je me passionne du value investing en lisant des bouquins à ce sujet. Donc le principe du value investing, pour rappel, c'est donc le fait d'investir dans des sociétés, donc dans des entreprises cotées en bourse, en étudiant leur bilan comptable, leur compte de résultats, leur tableau des flux de trésorerie, et sur la base principalement de ratios à la base. Et ensuite, il y a également des processus d'analyse qualitative qui sont très importants, mais ça naît quand même d'une analyse quantitative fondée sur des ratios financiers. Et lorsqu'on a compris ça et qu'on se penche sur tous ces sujets de ratios et qu'on s'intéresse au monde entier, bah, très vite, ça devient assez rébarbatif quand même d'analyser des comptes de résultats et des bilans à la main. Et donc moi, c'était plus une dynamique, tu vois, de vouloir automatiser ce processus de recherche et d'une manière assez candide parce que je n'avais tout de même pas de background financier. Donc j'ai fait ça avec les moyens à bord. Et pour la petite histoire, je fais ça à la base parce que je me retrouve dans un stage de data analyse en Nouvelle-Zélande dans le groupe Eurofin Scientist, qui est d'ailleurs un groupe coté. Et je faisais de l'analyse de kiwis à ce moment-là. Et on faisait et en gros c'est des kiwis haut de gamme. et les kiwis, donc les kiwis jeunes, il y avait il y avait une grosse boîte qui existe d'ailleurs, qui est également une boîte côté qui s'appelait Les Esprits, qui était notre client, qui nous demandait de faire 13 tests sur les kiwis, pour savoir où est-ce qu'ils pouvaient être envoyés et à quel prix ils pouvaient être vendus. Les meilleurs étaient vendus au Japon, après t'avais les États-Unis, l'Europe, etc. Et donc t'avais tout ce processus d'analyse de données. Et moi à ce moment-là, je lisais, tu vois, l'investisseur intelligent, etc. J'étais là, mais en fait, je peux complètement mimétiser ce processus-là. Donc à la base, ça naît plutôt d'une volonté de résoudre une problématique et d'un mimétisme d'un processus d'analyse de kiwi en toute transparence. Ouais, c'est Voilà. marrant, le parallèle qu'on peut faire, mais en réalité, en termes analytiques, effectivement, il y a des parallèles qui sont des ponts entre les deux dans la méthode. Si je comprends bien, c'est vraiment l'approche, la méthode que tu as répliquée sur un truc où il y a plus de valeur du coup, et plus pour des gens aussi, enfin pour un marché plus gros peut-être aussi. Ouais, enfin ensuite je me suis rendu compte que c'était des choses qui existaient, les screeners, et que n'importe quel fonds d'invest orienté value utilise des screeners, ce qui m'a facilité la tâche dans le développement ensuite d'un outil comme Value Investing Screener, mais oui, mais à la base en tout cas je fais tout ça à la main. Ouais. Comment, dans tous les critères de sélection, quand on va sur le marché chercher des actions, toi, sur lesquels tu t'es porté, et quel poids ont-ils dans ton analyse, peut-être aussi, tu vois? Ouais, très bon point. Je vais pas chercher une forme de pondération, je vais chercher plutôt une forme de cohérence. Mon but, c'est de définir le moule de l'entreprise idéale. Et le moule de l'entreprise idéale a finalement 3 pôles à respecter, dans lesquels des ratios nous permettent de vérifier ou non la validité de ces pôles. Dans ces 3 pôles, tu as tout d'abord le sujet de la valorisation. Est-ce que j'achète une entreprise moins chère que ce qu'elle ne vaut? Et qu'on parle d'investissement immobilier, qu'on parle d'investissement dans des montres, dans des voitures de collection, dans tout ce que tu veux, la meilleure façon de perdre de l'argent, en raisonnant un petit peu en inert thinking à la Munger, c'est d'acheter quelque chose plus cher que ce qu'il ne vaut. Et comment est-ce que tu fais pour acheter quelque chose moins cher que ce qu'il ne vaut en bourse? Tu t'intéresses à des ratios de valorisation classiques, on y reviendra sûrement, PER, price to sell, EV to EBITDA, tout ce que tu veux. Price earning growth, discounted free cash flow dans une autre mesure, mais c'est pas tout à fait un ratio de valorisation tel qu'on l'entend. Et donc tu as ce sujet de est-ce que j'achète une entreprise moins chère que ce qu'elle ne vaut, premier point, donc avec des ratios de valorisation. Ensuite, a-t-elle un avantage concurrentiel? Donc là, tu vas te pencher sur des sujets de marge, mais également un sujet qui t'est cher, qui est par exemple une capacité de couvrir ses intérêts par rapport à son résultat d'exploitation, plus importante que son concurrent, ce qui est quelque chose que on a plus l'habitude de regarder lorsqu'on s'intéresse à de la solvabilité sur un marché obligataire, mais qui est aussi quelque chose qui va m'intéresser, moi, lors de mon analyse d'entreprise. Et ensuite, il va y avoir un sujet qui est la qualité de la gestion de l'entreprise.
où on va également s'intéresser du coup à l'endettement de cette dernière, à sa liquidité, à son return on invested capital, à son return on equity, donc finalement au rendement de son capital, et également t'as également des modèles quantitatifs pour mettre des points d'alerte ou des points bonus entre guillemets, comme des ratios des scorings de risque de fraude comptable par exemple. Et donc je vais m'intéresser à la valorisation, à la gestion et l'avantage concurrentiel. Et est-ce que dans l'approche, dans l'étape, en fait, parce que il y a plusieurs étapes, j'imagine, est-ce que par exemple tu vas t'intéresser à des ratios qui peuvent être rédhibitoires, est-ce qui t'évite après de faire le reste de l'analyse si tu sais que bon bah ça, le signal est pas vert, on n'y va pas. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, ou est-ce que tu vas vraiment Oui. analyser chaque critère à chaque fois? Comment tu... Non, il y a clairement des critères disqualifiants. Une dette trop importante est un critère disqualifiant. Une trésorerie inexistante est un critère disqualifiant. Une entreprise qui va verser un dividende bien trop important par rapport à la réalité de ses flux de trésorerie est un critère disqualifiant. T'as des critères disqualifiants, c'est vrai, en fait, tu vois, maintenant. Même si c'est assez naturel. Et ensuite, c'est plus là où ça va plus être sujet à interprétation, c'est plus sur, en fait, la valorisation, par rapport, au taux de croissance de l'entreprise, à la réalité aussi macroéconomique. Tu vas parfois être plus indulgent sur une boîte plutôt qu'une autre parce que tu estimes que les flux de trésorerie futurs vont être plus importants, sur un marché donné. Donc, ouais, en général, les critères rédhibitoires sont plutôt associés à des sujets de solvabilité, en fait, ou de risque de fraude comptable. Ouais, d'accord. Donc si je t'entends bien, ouais, est-ce que là où tu portes vraiment ton attention dès le départ, et c'est là où tu vois si en gros il y a le verre est dans le fruit ou pas, c'est plutôt là dans tout ce qui est qualitatif, managérial, la capacité de la société, enfin voilà, en fait à couler, parce que si elle coule, on en equity, on en perd tout, hein, comme on sait, et donc voilà, c'est ça là-dessus que tu vas en premier lieu, Ouais. du coup, c'est sa première étape dans l'analyse, ouais. Et est-ce qu'elle crée de la valeur, tu vois? Est-ce que tu Mm. vois, est-ce que t'as des capitaux propres qui croient? Est-ce que t'es sur une entreprise qui crée de la valeur ajoutée, en fait, sur du long terme? Et après, en fait, très rapidement, à la base, en fait, j'ai une liste de 15 ratios financiers. Si t'en as 12 sur 15 qui sont validés, déjà ça me fait un premier échantillon. Et là-dessus ensuite tu vas travailler avec plus de granularité sur le taux de croissance de ton chiffre d'affaires, le rendement du capital de la société, parce que comment espérer de battre le marché et de faire plus de 10% par an finalement si ton entreprise ne connaît pas un taux de croissance moyen de 10% par an, et si elle n'a pas un rendement de son capital également supérieur à cette performance-là. Parce que finalement à court terme le marché vote, mais à long terme il évalue, et ce qu'il évalue c'est la croissance de la valeur intrinsèque de la société. Et tout mon but, une fois que je me suis assuré que la boîte est de qualité, c'est de s'assurer que cette croissance de cette valeur intrinsèque est assurée dans la durée. Est-ce que pour ce faire, tu fais déjà un premier tri par secteur? Est-ce que pour toi ça c'est important de commencer déjà pour voir le secteur, le marché, le concurrentiel, etc. Après, en allant vraiment plus dans les données intrinsèques de la boîte, où tu vas vraiment tous les mettre sur le même pied d'égalité en regardant les fondamentaux et voir après les Non, ouais. bien évidemment, si tu penses à un secteur comme le secteur financier, tu ne vas pas du tout analyser une banque. Le return on asset d'une banque sera très différent du return on asset d'une boîte dans l'industrie. Donc tu peux bien évidemment adapter ton cadre de sélection à des industries. Maintenant, j'ai tendance à pas forcément trop le faire. J'aime bien créer un cadre de sélection assez restrictif sur mon screener. Analyser toutes les boîtes au monde qui correspondent déjà de base à ce cadre de sélection, et ensuite partir sur une étude qualitative. Après, bien évidemment, quand tu construis un portefeuille et que tu veux bien faire les choses, moi j'ai une approche où je vais construire un portefeuille vraiment diversifié sectoriellement et géographiquement. Mon but, c'est de couvrir avec une quinzaine de boîtes finalement tous les secteurs géographiques, toutes les zones géographiques, tous les secteurs du monde, parce que chaque secteur a un certain niveau de performance selon les cycles économiques, et c'est ma manière de me construire mon petit radeau antifragile. Et donc à ce moment-là, oui, rigoureusement, secteur par secteur, tu vas créer un cadre de sélection adéquat et adapté. Après, tu vas pas forcément. Moi, j'ai pas tendance à l'adapter énormément sur le sujet notamment de la valorisation, alors que beaucoup le font, parce que justement, je préfère, parce que c'est souvent des secteurs qui sont sujets à surévaluation. Et quand un secteur est extrêmement surévalué dans une zone géographique, il peut ne pas être dans une autre. Aujourd'hui, tu peux acheter des boîtes de semi-conducteurs à Taïwan à 8 fois les bénéfices, ce que tu ne peux absolument pas acheter en Europe ou aux États-Unis. Et ça, c'est parce que tu as un risque géopolitique, bien évidemment, dans cette zone. Mais des risques, t'en as partout. Le tout, c'est d'éviter la redondance des risques dans un portefeuille. Et tu peux tout à fait avoir une ligne qui, pour sa valorisation, est dans cette zone géographique et est exposée du coup à ce risque-là, tant que ce risque n'est pas redondant dans tout ton portefeuille.
D'accord, ouais, donc tu mets en relation l'analyse de la valo avec le risque intrinsèque et peut-être idiosyncratique, en tout cas spécifique à cette valeur-là dans son marché. Ouais. Et donc c'est pour ça que tu regardes pas même voilà, juste un PER trop élevé, tu vas pas dire il est trop élevé, tu vas dire ouais mais par rapport à quel risque, dans quelle zone et est-ce que ça a du sens du coup d'y aller quoi, c'est ça l'idée. Ouais, et donc tu vois, typiquement aux États-Unis, je vais peut-être plutôt choisir des boîtes dans l'énergie. Surtout, c'est ce que je faisais avant que Trump arrive, ce qui nous a plutôt bien réussi. Quand les boîtes dans la tech, on va plutôt les choisir en Asie, où actuellement t'achètes des boîtes équivalentes 3 fois moins cher. Et pas forcément qu'en Chine. T'as plein de boîtes à Singapour qui sont aujourd'hui cotées une bouchée de pain, alors qu'elles valaient d'ailleurs plus cher que toutes les boîtes aux États-Unis en 2007. Et ces notions de différence de ce qu'on appelle de KPE, de Cyclically Average P, elles sont super intéressantes et nous on capitalise vraiment dessus pour créer un portefeuille qui est à la fois diversifié géographiquement et sectoriellement et dont les ratios de valorisation de base sont relativement bas parce que lorsque tu as une crise comme 2008 par exemple, tu te retrouves avec des ratios de valorisation moyens de marché. Quand aujourd'hui aux États-Unis ils sont en moyenne à 30, ils retombent aux alentours des 10 à 15. Et si de base, le ratio de valorisation moyen de ton portefeuille est de 10-15, tu peux te prendre un drawdown de 20-30%, mais tu te prendras pas moins 70, quoi. Ouais, donc toujours revenir à la valo, acheter bas par rapport à C'est ça ça. pour se protéger des choses. Et t'as noté, hein, enfin, tu t'as mentionné un indicateur, là j'avais pas trop noté, la Cyclically average P. cyclicalité, exactement, ouais. Ouais. C'est quoi, tu peux juste décrire ce que c'est? Ouais. Alors, c'est une notion qui a été introduite par Robert Schiller, ça lui a valu d'ailleurs un PER, enfin, un prix Nobel. L'idée, un PER. L'idée assez simple, c'est en gros, de moyenner, en gros, c'est de moyenner les PER, dans une zone géographique donnée pour savoir, en fait, quel est le PER moyen d'un pays. Et sur cette base-là, en fait, et sur cette base-là, tu as une information hyper intéressante sur le niveau de surévaluation du pays par rapport en fait, à son histoire. Et par exemple, à l'heure actuelle, quand la Chine avait un PER moyen à 30 en 2007, aujourd'hui, il est à 11. Le pays le moins cher par rapport à ce qu'il produit en Europe, alors que c'est une des zones les plus efficaces, c'est la Pologne actuellement. Et donc, sur la base de tous ces éléments-là, moi, je vais avoir tendance à orienter mes zones de chasse. D'accord, toujours donc cette moyenne là du pays, c'est ta base de en fait c'est ton benchmark quand tu vas regarder la surévaluation ou sous-évaluation. Tu regardes pas par rapport à d'autres zones géographiques, cette moyenne de Oui. toutes les boîtes privées du pays en entier quoi. Ouais. Et ça, c'est un point très important. C'est aussi un truc qu'on a inclus d'ailleurs dans notre screener, c'est que tu vois, typiquement, si tu screens des sociétés minières dans le charbon en Chine, le PER moyen de ces sociétés minières dans le charbon en Chine est de 5. Donc t'as l'impression que c'est une super affaire par rapport au reste du monde ou à l'Australie qui est juste en dessous. Mais en réalité, c'est la valeur moyenne du benchmark. Et ce qui est important, c'est de se comparer avec ce qui est comparable. Par contre, lorsque tu achètes une société minière dans le charbon en Chine qui a un PER de 2, ce qui par rapport au reste du monde est complètement hallucinant, par rapport à la Chine, c'est un joli discount qui fait que je rentre en position, mais c'est pas non plus hallucinant. Et pour la petite histoire, il y avait sur ma chaîne YouTube par le long terme une boîte qu'on suivait pas mal qui s'appelait Kinetic Development Group 1277.hk pour son ticker. This is not a financial advice. Et on est rentré dedans il y a un petit peu moins de 2 ans et la boîte a déjà fait x2 quoi. Et on l'avait acheté avec un PER de 2, ça a juste corrigé un PER de 4. Ok. Il n'y a pas de distorsion liée au modèle économique des boîtes quand tu fais ça. Par exemple, une boîte qui est très portée à l'export, elle est bien dans ce pays-là, mais en fait, elle travaille la plupart du temps avec des internationaux. T'as pas de distorsion de ce type qui pourrait flouer un peu ton analyse? Ça peut arriver. Ça peut arriver et c'est une notion également importante quand tu évalues le risque de change d'une boîte donnée. Typiquement, tu vois, dans les boîtes qu'on a achetées au Japon sur ces dernières années, on ne s'est pour le coup orienté que vers des boîtes qui étaient orientées vers l'export. Et on a d'ailleurs arbitré, on avait une boîte qui vendait uniquement des médicaments en interne dans le Japon qu'on a revendu pour aller uniquement vers une boîte qui était plutôt orientée vers l'export des médicaments. Parce que ça allait être profitable vis-à-vis de la situation de la devise. Donc oui, c'est notion de. Mais après, encore une fois, lorsque tu fais finalement cet effort de diversification géographique, ton risque de change est relativement couvert. Mais il faut bien évidemment s'intéresser à la notion de balance commerciale de ton pays. Mais dans le cadre d'une commodities, de la vente d'une commodities, c'est moins un sujet parce que globalement, c'est standardisé à l'échelle du monde. Ouais, c'est globalisé. La valorisation sous-jacente.
c'est moins un sujet. Ouais. Et quand tu parles de diversification, tu parlais de 15 positions dans un portefeuille. Ouais. C'est suffisant pour toi pour diversifier les risques dans un Oui. portefeuille donné, ouais. Oui, je sais que c'est pas du tout les normes par rapport à ce dont t'as eu l'habitude de faire, mais en fait t'as plein d'études qui te montrent à quel point si tu augmentes ton nombre d'actions au-dessus de 20 à 25 titres, ton risque systématique reste le même. Et moi aujourd'hui, le bêta de mon portefeuille d'ailleurs est moins élevé que celui du S&P 500 parce que j'ai fait cet effort de diversification sectorielle et géographique. Et d'ailleurs, un S&P 500 qui est aujourd'hui surconcentré sur une dizaine de valeurs, à plus de 40%, ce qui en fait un portefeuille relativement risqué. Donc ouais, moi, selon moi, c'est suffisant et surtout c'est obligatoire si tu as la prétention de battre le marché. Tu es obligé de concentrer ton portefeuille si tu as envie de faire mieux que les indices. Sinon, autant acheter un indice, quoi. Ok. Et à ce sens-là, enfin, c'est pas le but du coup de la conversation, mais est-ce que tu as établi aussi des parallèles ou des comparaisons avec justement les ETF que les gens peuvent choisir aussi pour leur diversification? Tu parlais Ouais, des bien indices, sûr. mais ouais, c'est... Bien sûr. C'est vrai que c'était pas le sujet, mais bien évidemment, t'as James O'Shaughnessy, qui est un analyste quantitatif que j'aime beaucoup, qui propose justement une répartition type qui en historique a eu une performance de 10,4 par an en indiciel. C'est 50% de small cap value via un ETF type VBR de Vanguard, Vanguard Small Cap Value, 35% large cap value et 15% large cap growth. Donc globalement, tu prends un VBR, un Vanguard Large Cap Value et un Nasdaq à 15%, et tu as une répartition qui est assez intéressante. Tu répliques finalement ouais, le niveau, le degré de diversification que tu voulais toi faire composer pour ton portefeuille, quoi. Et c'est à peu près ce que je suis à 60% en small cap value, je dois avoir environ 25 en mid cap et 15 en large. Ouais. Ok. Si on plonge un peu dans le processus de sélection avec tous les indicateurs dont nombreux sont dans le logiciel que tu proposes, mais tu peux peut-être nous emmener sur peut-être la pratique même d'une recherche de valeur en termes de temps, de ressources, de données. Est-ce que ça vaut le coup de plonger, d'éplucher les comptes? Est-ce qu'il y a des trucs qui font qu'on peut aller un peu plus rapidement dans la sélection? Et est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on veut faire sur une période donnée et que c'est réaliste de faire pour une période donnée en disant voilà, je vais constituer sur le mois prochain mon portefeuille des 15 valeurs, ou est-ce qu'en fait c'est plutôt un truc beaucoup plus long qui s'établit sur plusieurs mois, voire quelques années? Écoute, c'est une très bonne question. Je pense que c'est pas compliqué il faut rapidement passer le cap, le pas, et au début la courbe de progression est relativement rapide. Tu vois, d'ailleurs dans le logiciel on a mis 2 heures de formation, honnêtement, c'est 4 vidéos de 30 minutes, et ces 4 vidéos de 30 minutes déjà de base t'as d'excellentes bases en analyse financière, de compréhension du b.a.-ba d'ailleurs de ce que un analyste financier en général c'est sur un plan comptable. Après, là où la grosse différence va se faire et là où la courbe de progression finalement est infinie, c'est plus sur la notion d'analyse qualitative de la société. Qu'est-ce qu'ils font de sa valeur intrinsèque, de la qualité de son management. Est-ce que tu as eu l'occasion d'ailleurs de le rencontrer? Tu vois, on a tous les deux participé, c'est là où on s'est rencontrés, à l'IPO d'Odyssey Technologies. Lorsque tu as une discussion directe avec le dirigeant, comme ce que tu as pu avoir aussi lorsque tu bossais chez Moody's, c'est très différent que lorsque tu as un travail comme une approche comme la mienne, où on va faire du stock picking de boîtes en Asie du Sud-Est sans jamais les visiter. Donc ça peut être rapide comme ça peut être très très long. Tout dépend, ton approche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le minimum du minimum, selon moi, c'est déjà d'être familiarisé avec les ratios financiers et d'apprendre à screener. T'en as quand même pour une petite dizaine d'heures pour te familiariser à ça. Et ensuite, de lire au moins tous les rapports annuels des sociétés vers lesquelles tu t'orientes. Et ce que j'avais fait, j'avais créé un séminaire qui s'appelait PLT Accelerator. Et l'idée, c'était de construire en une journée, on était une trentaine, un portefeuille de 15 valeurs. Et donc, l'étape numéro 1, c'était de trouver par secteur 3 boîtes avec le screener. Et ensuite, d'analyser les 3 rapports annuels. On avait développé une IA spécifique à ça pour faciliter la lecture. Mais globalement, selon moi, il faut au moins lire du coup 3 fois 15 rapports annuels. Donc 45 rapports annuels. Un rapport annuel, c'est bien 200 pages. Enfin, faut être prêt à faire cet effort-là pour faire du stock picking sérieusement. Donc, on parle de, selon moi, quarantaine d'heures, cinquantaine d'heures pour se construire un premier portefeuille. Et après, une fois que cette base elle est établie, j'ai envie de dire, moins on y touche, mieux c'est. Surtout si on a fait un beau travail d'analyse qualitative.
Et voilà, un checking une fois par an, regarder son portefeuille qu'une fois par mois max, et laisser ce dernier travailler pour nous. Parce que c'est finalement une approche qui est, enfin, en tout cas, j'ai une approche qui est très buy and hold, donc plutôt passive. Justement, dans ton horizon, c'est quoi à peu près dans la rotation ou dans la sortie des titres que tu détiens? Ouais. Bon, en théorie, je ne rentre pas en position sur une action si je n'ai pas prévu de la conserver au moins 10 ans. Maintenant, dans les faits, du coup, aujourd'hui, on a construit 3 portefeuilles, notamment également pour nos clients qui les répliquent. Et donc, sur ces 3 portefeuilles au total, je sens qu'il y a quelques valeurs en doublon, on doit être sur une trentaine de valeurs. Et l'année dernière, on a dû sortir 2 positions. Et rajouter 2, donc le taux de rotation est très faible. Le taux de rotation est inférieur à 10%. D'ailleurs, question là-dessus, qu'est-ce qui motive une rotation, justement, qui est peut-être pas prévue au programme? Est-ce que c'est parce qu'il y a une autre valeur similaire qui est meilleure pour représenter le type de ratio rendement-risque que tu veux pour le portefeuille à ce moment-là, ou qu'est-ce qui te fait Il y avait eu un arbitrage Japon, justement, d'une situation déjà une boîte avec des résultats en baisse face à une boîte avec de meilleurs résultats et qui était plus tournée vers l'export, ce qui dans la situation dans la tendance vers laquelle était le Japon était un move à faire, et ça nous a plutôt réussi. Et l'autre boîte en question, c'était un risque de fraude comptable assez évident avec nos méthodes d'analyse, et donc on est sorti, et d'ailleurs 3 mois plus tard la boîte chutait de 50%, quoi. Ok. Donc, et toi, t'étais pas du tout insider là-dedans. Et pas du tout insider. Et ça, c'est un truc assez. Et tu vois, donc nous, on fait quand même ce travail d'analyse qualitatif. En plus, c'était une boîte en Allemagne, donc on aurait pu l'être, mais mais non, c'est pas le cas. On fait vraiment ce travail d'analyse qualitatif, mais tu vois, j'ai un de mes mentors, Passivia, qui a été le fonds manager numéro 1 du monde en stock picking de small cap value en 2021, du fonds Kant chez Helsinki Capital Partner en Finlande. Et lui a une approche purement quantitative. Il ne fait que faire du screening. Contrairement à nous, il va rajouter un critère de momentum. Il va faire une rotation tous les 6 mois. Les critères sont-ils encore validés ou non. Et en faisant juste ça, donc uniquement screening, ça lui réussit très bien. Enfin, moi, j'ai quand même cette passion de l'analyse des boîtes en tant qu'entrepreneur aussi. C'est quelque chose qui me nourrit énormément d'analyser des rapports annuels. Donc, je pense que c'est très important d'adopter. Tu vois, on est sur ce podcast Investir 4.0. Je pense que le bon investissement, c'est aussi celui qui nous ressemble, celui qui nous nourrit intellectuellement, personnellement, dans le cadre des relations que ça nous permet de nouer. Et moi, cette manière d'investir me nourrit énormément. Mais la manière dont investit Passivia est redoutablement efficace également. Ouais, c'est une autre approche, quoi. Est-ce que toi, tu as eu validation quand même et suffisamment d'historique pour constater la réussite, parce qu'on est quand même sur une période depuis plusieurs décennies quand même assez, ouais, d'expansion économique assez folle. Alors, j'ai moins de barbe que toi, moins de taches blanches. Donc, je n'ai pas la prétention d'avoir les 30 ans d'histoire que William Higgins a avec son fonds Indépendance Expansion pour témoigner de la pertinence des small cap value. En tout cas, il y a un siècle de performance de ce sous-jacent que sont les petites capitalisations boursières vers lesquelles moi j'ai tendance à m'orienter. En particulier, on pourra souligner pourquoi. Qui souligne que ça marche mieux que le marché. L'approche, quelqu'un comme William Higgins utilise un screener dans son approche, et ça lui a également toujours réussi. Et nous, globalement, on ne réinvente pas la roue de ce point de vue-là. Et vis-à-vis de notre approche, peut-être un point qu'on a un petit peu de spécifique, c'est qu'on a créé notre propre ratio de valorisation qui va prendre en compte, en gros, qui est une forme de price earning growth un petit peu améliorée. On va prendre en compte plutôt l'entreprise value, le free cash flow plutôt que les bénéfices. Et en taux de croissance, le taux de croissance des ventes et ton return equity pondéré par rapport au dividende qui est versé, ce qu'on appelle un SGR, plutôt que le taux de croissance estimé de l'analyste, sachant que les small cap value sont peu suivis. On n'a pas forcément cette variable-là. Et ça, on a produit toute une étude en backtesting jusqu'à 2004, et on bat S&P, Vanguard Small Cap Value, enfin tous nos sous-jacents, et c'est une étude là que j'ai intégrée dans mon bouquin sur les small cap qu'on sort en mai. D'accord, ouais, donc depuis 2004, t'es confortable avec l'idée que vous dépassez les indices, quoi. Ouais, et d'une manière générale, le sous-jacent sur lequel je suis, que sont les petites capitalisations boursières avec une approche value, ont toujours très bien performé par rapport au marché, parce que un éléphant ne galope pas, c'est le seul marché sur lequel tu as moins d'efficience, parce que tu as moins de professionnels de par les problématiques de liquidité
et de risque de dépassement de seuil qui complexifie énormément finalement la prise de position d'institutionnels sur ce sous-jacent, sachant que ça reste des petites boîtes. Donc pourquoi se donner autant de mal si finalement tu peux pas acquérir plus de 5% sans avoir beaucoup de complexité. Et puis beaucoup de ressources à allouer finalement pour analyser ces boîtes pour des investissements qui sont petits ou pas assez rentables. Donc finalement c'est un segment sur lequel tu te retrouves à avoir de vraies anomalies que tu peux encore détecter avec des screeners, ce que je ne peux pas prétendre faire sur un segment de large cap qui est relativement efficient et qui est travaillé par des professionnels bien mieux staffés que moi, quoi. Nous on a un analyste en interne, on a une petite équipe. On n'est pas du tout assez staffé je prétends pas faire mieux que BlackRock, si tu veux. Le seul endroit où je peux faire mieux que des pros, c'est là où ils ne sont pas, là où c'est un petit peu moins efficient, et c'est le segment des small cap value. Quand tu parles small cap, d'ailleurs, tu parles quoi en termes de soit capitalisation ou chiffre d'affaires? C'est quoi le minimum? Donc on parle de market cap. En Europe, en règle générale, on parle entre 100 millions et 1 milliard. Aux US, on parle plutôt entre 200 millions, 2 milliards. Mais c'est globalement de la centaine de millions à 1 ou 2 milliards, quoi. L'univers que ça représente, sur lequel on peut se porter en tant qu'investisseur retail, investisseur particulier, on parle de combien de valeurs, peut-être l'ensemble et puis celles qui sont sur lesquelles on peut plus ou moins investir, parce qu'il y en a peut-être qui sont hors du radar et pas. Ouais. On parle de quelques dizaines de milliers, mais 10-20 000 boîtes, et moi globalement vers lesquelles je m'oriente sur la base du ratio, du cadre de sélection que j'ai, c'est 0,13% de cet échantillon-là. Donc ça restreint pas mal la chose, et là-dessus ensuite tu vas rajouter plein de critères d'analyse quantitatifs, et donc finalement l'approche de celui qui va un petit peu les yeux fermés analyser une boîte par une boîte parce qu'il en entend parler, et c'est vrai de mon point de vue beaucoup moins efficace que celle de commencer par est-ce que tu corresponds déjà au cahier des charges, et ensuite je m'intéresse à ton histoire, quoi. Ouais, ok. L'essentiel quand même de la stratégie, dans l'étude des ratios, c'est la croissance, on est d'accord quand même. C'est ça qu'on va aller chercher. Une croissance qui est de la valeur intrinsèque. Et ça, c'est super important à comprendre, parce que en fait, le screening peut aussi t'induire en erreur. Si tu screens que des boîtes, que des biotech, en t'intéressant aux 3 dernières années, de 2020 à 2022, 2021, 2020, 2021, 2022, bah, tu vas te retrouver avec plein de boîtes qui vendent des tests PCR et qui ont eu des croissances fulgurantes. Mais ce qui est très important, c'est cette notion de croissance de valeur intrinsèque. Est-ce que la boîte est capable de maintenir cette croissance dans la durée? Est-ce qu'elle a un processus d'allocation de capital qui va assurer la croissance de sa valeur intrinsèque? Est-ce qu'elle utilise bien finalement les flux de trésorerie constitués pour acquérir de nouvelles boîtes? Bref, comment est-ce qu'elle fait croître sa valeur intrinsèque? Et ça, c'est essentiel, parce que s'intéresser uniquement à la croissance des ventes, c'est souvent faire de ses bénéfices sans s'intéresser aux flux de trésorerie, aux dépenses d'investissement de capital, aux amortissements, bref, à tous ces éléments-là, c'est vite faire une erreur que beaucoup de débutants font, en allant notamment sur le gros de la vague, mais souvent les grosses opportunités sont pas sur la vague, mais plutôt sur ce qu'il y a autour ou les conséquences de la vague. De mon point de vue, par exemple, tu vois, dans le contexte actuel, il y a une énorme vague sur le sujet de l'IA, mais selon moi, ce qui m'intéresse énormément vis-à-vis de ça, c'est la conséquence que ça va avoir sur un plan énergétique. Parce que du coup, ça fait exploser nos besoins en énergie. On a complètement sous-investi nos infrastructures d'extraction d'énergie fossile sur les dernières années. Nos capacités de production d'énergie verte n'ont pas drastiquement augmenté. Et tant que le RP ne sera pas là, et on parle de 10-15 ans tout de même, ça sera pas, on pourra pas subvenir à ces besoins-là. Donc, situation de shortage énergétique probable sur des boîtes que j'achète à un discount bien plus élevé. Et donc, je suis plutôt bullish sur ça que sur l'IA. Ouais, ce qui est vraiment de sous-jacent derrière. L'IA, c'est plus on va dire ce qui est vraiment tendance, et tout le monde est dessus. Mais ouais, tu veux vraiment chercher derrière en fait la chose. Et c'est peut-être pour ça aussi, quand tu regardes que tu ajustes aussi les ratios que tu regardais. Tu me disais tout à l'heure que tu étais plutôt sur du free cash flow plutôt que du résultat ou du chiffre d'affaires, et aussi tu regardais les dividendes. Et j'imagine aussi que pour toi, en fait, plus la société verse des dividendes tôt, plus elle handicape sa croissance, et du coup, c'est un signal négatif, et moins tu vas être partant là-dessus, même si elle a une grosse croissance du chiffre d'affaires, quoi. Alors, ça dépend de son processus d'allocation de capital. C'est-à-dire que si t'as une boîte qui est structurée comme un serial acquired à la Berkshire Hathaway, Kelly Partner, Merkel, si c'est une boîte qui sait faire en sorte de faire croître sa valeur intrinsèque sur la base des flux de trésorerie qu'elle collecte,
notamment en règle générale par de la croissance externe, à ce moment-là, il n'y a aucun sens de verser des dividendes. En revanche, si tu es sur une société minière incorporée qui est puisée dans un pays sans retenue à la source, qui est juste sur un processus d'extraction de valeur, bah ça me dérange pas du tout qu'elle me verse mes dividendes. Et d'ailleurs, mon portefeuille efficient, donc mon portefeuille de croissance, verse en moyenne 4,5% de dividendes. Donc je suis pas du tout contre le dividende. Si tant est que je prends pas une boîte de dividendes genre en Norvège où je vais me faire sucrer la moitié par des retenues à la source, et si tant est que le processus d'allocation de capital ne justifie pas le fait de réinjecter l'argent dans la machine. Et t'as des boîtes, et sur une boîte dont la croissance est finalement verticale. Donc tu vois, je suis actionnaire également d'une boîte qui vend des vêtements en Chine. Et donc là, t'es vraiment sur une tendance montante. Et sur une boîte qui est pas du tout sur une croissance horizontale mais verticale, là, j'ai envie de collecter quand même du cash au cours de la croissance, parce que tôt ou tard, ça stagnera puis ça décroîtra. Puis tu verras une décroissance. Et donc là-dessus, il faut une prise de flux de trésorerie redéployée dans des boîtes qui, elles, savent faire croître de manière différente leur valeur intrinsèque. Ouais, donc l'exemple par exemple de la société minière, pour toi, c'est juste une vache à lait. Il n'y a pas d'ombre à l'horizon sur sa position de monopole, sur la capacité de générer du cash, et donc autant qu'elle le reverse aux actionnaires. C'est ça. Et en l'occurrence, c'est une boîte que j'ai acheté 2 fois, enfin, qui est type de fonds de groupe, donc il y a 2 ans. Je l'achète avec un PER de 2 et elle me verse 22% de dividendes. Ok. Ouais, c'est quand même assez énorme. Est-ce qu'il y a des ratios du coup qui peuvent être peut-être contre-intuitifs, qui peuvent être trompeurs, ou des choses des erreurs que les gens peuvent faire dans la lecture de certains ratios? Je pense déjà, en fait, le PER, le fait de se concentrer sur le bénéfice net d'une société, je trouve ça pas pertinent de par la structure des normes comptables actuelles. Parce que du coup, des boîtes un petit peu créatives vont avoir tendance à surcharger leurs dépenses d'investissement de capital, ou faire passer des dépenses d'exploitation pour des dépenses d'investissement de capital. Donc, la réelle question, c'est quels sont les flux de trésorerie de l'entreprise, quels sont les flux de trésorerie de l'entreprise. Et d'ailleurs, plus tu as une grosse distorsion entre ton résultat net et tes flux de trésorerie, ça dépend des industries. Dans des sociétés très industrielles ou dans l'utilities, ça peut être justifié, mais dans beaucoup de cas, c'est que tu as de la créativité comptable qui n'est pas forcément un bon signe. Le price to sell, c'est assez contre-intuitif, mais ça marche très bien. Donc le fait de juste se dire, je n'achète pas des boîtes plus de 1,5 fois le chiffre d'affaires, ça marche super bien. Et William Higgins me le soulignait aussi, tu vois, encore dernièrement, mais il a voulu créer un fonds là-dessus, mais il y a personne qui l'a suivi, quoi. Mais c'est un critère qui marche très bien. Peu importe le secteur, c'est toujours quelque chose qui... Ouais. Ouais, c'est un truc qui marche très bien. Juste, fais gaffe à ne jamais acheter une société plus d'1,5 fois son chiffre d'affaires. Donc ça, c'est assez contre-intuitif. Qu'est-ce qui est contre-intuitif? Oui. Tiens, ça c'est un point intéressant. Souvent, on va adorer les boîtes qui innovent. Ouais, ils font de la recherche, ils sont en train de réfléchir. Et c'est et Warren Buffett refuse que, enfin, c'est dans le bouquin écrit par Mary Buffett, elle souligne que Warren Buffett fait attention à ne jamais investir dans des boîtes qui dépensent plus de 5% de leurs résultats bruts en recherche et développement. Et c'est super important à comprendre, c'est-à-dire qu'une boîte aujourd'hui comme Nvidia, comme Intel, dépense plus de 30% de leurs résultats bruts en recherche et développement pour rester compétitives. Et tôt ou tard, et si elles font ça, c'est parce qu'elles sont dans des secteurs hyper concurrentiels. Et tôt ou tard, ils se font dépasser par un Chinois ou que sais-je. Et donc le risque systémique est extrêmement gros. Et je préfère largement une boîte comme Coca qui vend le même jus depuis 30 ans qu'une boîte comme Intel ou Nvidia. Et l'idée vis-à-vis de ça, et c'est une très belle métaphore de Buffett, c'est concernant l'exploration spatiale, j'applaudis les essais, mais je monte pas dans la fusée, quoi. Et c'est et vis-à-vis de son portefeuille, ça c'est essentiel. Et une manière de se et t'as le même sujet sur la publicité. Une boîte qui dépense trop en pub, c'est un signe qui n'est pas très positif. Et une manière de se couvrir finalement de ces deux sujets, c'est juste de mettre une marge d'exploitation, un ratio de marge d'exploitation assez élevé, autour des 20, parce que finalement, entre ta marge entre ton résultat brut, ton résultat d'exploitation, t'as tes dépenses en R&D et tes dépenses en vente des biens et administration, donc qui couvrent les dépenses marketing. Donc en mettant un bon ratio de marge d'exploitation, tu t'orientes que vers des winners, quoi.
Voilà, l'affaire DeepSeek semble complètement indiquée par rapport à ce que tu dis, qu'il y avait beaucoup trop d'investissement là-dedans et que finalement c'est ça qui a fait peur à beaucoup d'investisseurs. Cela dit, je pense, tu vois, des secteurs comme la pharmacie ou tu vois, intrinsèquement qui ont besoin de R&D. Après, je te rejoins dans le sens où s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, pas de résultat et tout est basé sur les futurs produits d'investissement qui est peut-être trop conséquent par rapport à la structure, ça peut être un signe de risque, j'imagine, mais ouais. Mais ça dépend parce que t'as des boîtes, dans la format qui développent beaucoup. T'en as aussi qui rachètent pas mal. Et ton sujet en pharma, lorsque tu vas analyser des rapports annuels, c'est d'ailleurs, et ça c'est essentiel, c'est un truc que beaucoup oublient, mais c'est vraiment de regarder jusqu'à quand les brevets sont encore valides. Parce que des fois t'as des boîtes pharma qui ont fait toute leur réussite vraiment sur un ou deux médicaments. Et si le médicament il arrive, le brevet se retrouve public dans 4 ans, bah finalement ton discounted free cash flow il est pas si bon quoi. Donc c'est très important d'avoir ce genre de perspective là. Et les boîtes dans la pharma, moi je suis pas très biotech, hein, je suis pas très enfin toutes mes boîtes ne sont pas en Chine, mais une des boîtes justement, mon exposition médicale, j'en ai deux. J'en ai une plutôt sur un conglomérat de cliniques en Australie. Et j'en ai une autre en Chine, mais qui est entre le pharma et le consumer cyclical, parce qu'ils vendent également pas mal de produits. Non, ils vendent des produits, donc des médicaments pour l'imagerie médicale et des médicaments relatifs à la médecine chinoise, qui est très tendance. Et donc il y a presque un truc quasiment religieux là-dedans, et ça j'adore. C'est très bien pour pour le business. J'imagine. Et quand on prend un peu de recul, juste par rapport encore une fois à ce vivier des small caps, tu disais, toi, c'était vraiment ta zone de chasse aussi, les zones, et tu disais que t'étais moins en concurrence avec les fonds. C'est là où tu peux avoir des fortes croissances aussi, où il faut aller diguer, vraiment chercher. Est-ce qu'il y a en termes d'asymétrie d'information des zones, parce que je pense aussi, tu vois, et j'avais bossé au Brésil, donc tu vois, j'avais vu les différences en termes dans la réglementation, les contraintes réglementaires de publication, de transparence que les boîtes ont, qui étaient différentes de ce que j'avais pu connaître en Europe. Est-ce que du coup, les investisseurs peuvent peut-être jouer, et toi tu joues peut-être là-dessus, sur d'un côté des boîtes qui sont sous les radars des grands fonds et la majorité des publics parce qu'elles sont petites, parce que elles sont mal aimées, et en même temps une bonne information, une bonne transparence qui te permet toi quand même d'avoir les insights nécessaires pour pouvoir te porter dessus. Tu vois. Est-ce qu'il y a des zones dans le monde où ils sont, où particulièrement, où ça peut être malin d'y aller. Notamment l'Asie, hein, t'as des bouquins à ce sujet sur les IPO en Asie. C'est dans les années 2000, c'est assez proche du marché des cryptos aujourd'hui. Enfin, faut se rendre compte de ce que c'était. Donc, et t'es sur des marchés moins réguliers avec plus de risques, c'est évident. Le tout, c'est déjà de s'assurer que le rapport annuel est clair. Premièrement, et de deux, et c'est un critère qui est d'autant plus important pour moi dans ce genre de zone géographique, c'est qu'il y ait beaucoup d'initiés au capital de la société, et qui ne soient pas, qui soient plutôt à l'achat qu'à la vente. Parce que tu dis initié, tu parles de qui en fait, de quoi? Je veux globalement le board, je veux que le CEO, je veux que le CFO, je veux que toutes ces personnes-là aient beaucoup de parts de la société. Ok. Parce qu'ils agiront dans leur intérêt. Et moi, je crois vraiment à cette notion d'alignement égoïste des intérêts, un petit peu à la Adam Smith, tu vois. Et c'est un truc qui est très important pour moi. Et notamment, cette petite société minière en Chine dont je parle depuis tout à l'heure, sa zone d'exploitation, c'est la Mongolie. Elle est cotée à Hong Kong et elle est incorporée au Caïman. Et le dirigeant qui la possède, il a 70% de cette boîte. Et il agit dans son, ne serait-ce que dans le montage fiscal, il a agi dans l'intérêt de ses actionnaires, et c'est le premier intéressé. et c'est quelque chose qui sur le papier fait peur. Sur un tel, je te présente ça, tu te dis c'est logique que le PER soit 2, mais en fait, dans la réalité des faits, t'es sur un modèle qui est intéressant. Après, il faut pas, par contre, tu peux pas te permettre un petit peu à la Charlie Munger d'avoir 50% de ton portefeuille sur une seule ligne de ce type-là, bien évidemment. Tu t'es obligé pour le coup de diversifier un petit peu, mais ça, selon moi, ça vaut le coup tant que tu t'assures justement de ce genre de points, notamment dans ce processus d'analyse qualitative, la proportion des initiés au capital de la société, et soit-il à la vente ou à l'achat. D'accord. Et est-ce que de même à Kaby, il y a, ou à contrario, il y a des zones sur lesquelles la qualité de l'information peut-être pas aussi, on peut pas en dépendre autant parce que le régulateur fait pas un bon travail forcément, ou il y a moins de contrôle, tu vois, et il faut faire plus attention avec l'information.
Difficile à dire. En fait, toutes ces zones-là, enfin Amérique du Sud, Asie, enfin je fais pas confiance, je fais pas énormément confiance à l'information, mais tout de même, c'est-à-dire que, enfin selon moi, les comptes sont audités. Les risques encourus sont quand même assez importants, quelles que soient les zones. Hein, quand si tu donnes un mauvais chiffre d'affaires, et surtout t'as des chiffres qui mentent moins que d'autres. C'est très difficile de mentir sur son chiffre d'affaires. C'est beaucoup plus simple de mentir sur des dépenses d'investissement de capital, sur des amortissements. Mais ton chiffre d'affaires, tu peux pas. Enfin, c'est très dur de mentir dessus. En fait, t'as des paramètres comme ça sur lesquels tu as plus d'assurance que d'autres. Tu as des ratios aussi qui te mettent vite en lueur des anomalies comptables, comme un score comme le Benisham score pour justement éviter des risques de fraude. Et d'une manière générale, je trouve que mais c'est valable dans les pays où on a peur d'investir, mais également dans nos pays. Et les plus gros scandales de fraude comptable sont des et le dernier en date, c'est Wirecard en Allemagne, sont des sujets occidentaux. Donc, d'une manière générale, je pense que c'est très important de rester à l'écoute de ce que font les initiés. Et d'ailleurs, actuellement, tous les initiés chez Nvidia vendent en masse. Hein. Tu peux nous pointer aussi, parce que beaucoup de gens vont être inspirés, je pense, après cette conversation pour investir, et qu'il y a quand même des risques qu'il faut aussi calibrer. Ah oui. Tu peux nous donner peut-être des choses sur la base de ton expérience, des choses qui ont pas bien marché et les conséquences que ça a eu pour voir que voilà, qu'est-ce qu'on peut être prêt à encaisser en tant qu'investisseur quand on fait pas forcément le bon choix, quoi. Déjà, statistiquement sur les small caps, t'en as moins que sur le sujet des private equity, mais t'en as quand même plus que sur des mid et large cap. T'as plus de faillites, donc faire gaffe à ça. Il faut vraiment pas aller sur une boîte. Enfin, comment dire, on peut se permettre de faire un rattrapage de cours sur des bases d'études de la moyenne mobile, etc. sur la large cap parce que le marché est efficient. Si une small cap tombe en flèche, ne pas réinvestir pendant toute la chute parce qu'il peut y avoir une raison très claire qui apparaît après de cette tombée. Lorsqu'on réinvestit une boîte qui chute très fort, il faut vraiment comprendre pourquoi. Typiquement, on a réinvesti fortement sur Kinetic lorsque la boîte est tombée à 0,48 avant qu'elle remonte à 1,2 parce que il y a eu une publication trimestrielle exceptionnelle, enfin après la trimestrielle, une publication exceptionnelle qui soulignait le fait que la rentabilité du site allait diminuer de moitié pendant 6 mois parce que ils faisaient face à une strate sédimentaire importante sur leur site de minage. Et donc ça, moi dans mon approche, je suis là, en fait dans 6 mois, ça repart à la hausse, il y a pas de sujet. Et donc on a pu y aller, mais ça c'est parce qu'on comprenait très bien la problématique. Si en revanche on comprend pas la problématique, qu'on voit un cours qui chute, beaucoup d'investisseurs ont tendance, surtout lorsqu'on fait nos débuts dans l'approche value, à se dire super, j'achète moins cher, je renforce. Mais il vaut mieux renforcer des boîtes qui montent dans le segment des small cap value que des boîtes qui chutent. Et ça, c'est assez contre-intuitif parce qu'on aborde ça avec une perspective value, mais il faut se rappeler que si on y va, c'est parce que si elles sont dans notre scope, c'est parce que de base elles sont pas très chères, et c'est pas parce qu'elles ont pris plus 1% qu'il ne faut pas renforcer notre position. J'ai eu des boîtes qui ont fait moins 78%. C'est des choses qui peuvent arriver. Sur un portefeuille de 15 valeurs, vous aurez une 8-9 valeurs qui auront une performance moyenne, peut-être comme le marché, peut-être moins bonne, parce que on suit pas parfaitement l'indice. C'est plutôt décorrélé, ce qui est un truc que j'apprécie, mais qui n'est pas d'ailleurs simple, parce que lorsque t'as un S&P 500 qui fait moins 25, enfin qui fait plus 25%, et que toi que t'as fait que 15, enfin t'es frustré. Tu peux avoir 2-3 boîtes qui, et c'est souvent elles qui vont te faire finalement ton excédent de performance, qui font 1x2. Et ensuite, tu peux avoir à côté de ça quelques boîtes qui chutent très 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 fortement, quoi. Il faut être prêt à vivre ça, accepter que surtout que lorsque tu as fait cet effort de diversification sectorielle, que tu vas avoir des secteurs qui vont bien se porter. Donc en fait, tu n'auras jamais tout ton portefeuille dans le vert. Tu auras toujours finalement une compensation entre les secteurs, et ça fait partie du paysage. Et ensuite, plus on augmente également le montant investi, plus on peut faire face à des risques de liquidité aussi. Et donc, lorsqu'on passe ses ordres, les passer au marché, lorsqu'on vend ses actions, les vendre au marché, et être conscient qu'il peut y avoir parfois, selon les montants investis, des ordres qui passent en plusieurs jours et que l'on vend à des prix décevants. Mais ça fait partie du coup du paysage. Ouais. Parce que quand on a un horizon d'investissement de 10 ans,
moi, je me dis que si la valeur, à un moment donné, même pendant plusieurs mois, elle fait -30, on devrait devoir s'asseoir sur ses mains, comme on dit, et rien faire. Parce que c'est pas ça qu'on va chercher, c'est pas la performance maintenant. Maintenant, humainement, c'est très compliqué de voir un -30 et rien faire. Donc, Déjà, il y a ça, et d'autre part, il y a, tu peux avoir très vite des biais d'illusion de corrélation, des histoires que tu te racontes. Ah, tu vois, il y avait une très belle boîte en Australie qui faisait du lait maternel, en Nouvelle-Zélande, qui faisait du lait maternel. La boîte s'appelle Anomilk. Un momentum monumental, la boîte s'était bien portée, boum, elle décroche, je me dis nickel, on y va, les ratios sont parfaits par rapport aux années précédentes, c'était nickel. Et finalement, après coup, ce qui avait fait, et puis en plus, j'analyse le truc, Bill Miller était dessus, enfin, tu vois, les investisseurs que j'aime le plus, je me rends compte après qui sont allés aussi, je me dis, waouh, génial, j'ai détecté ça en même temps que je suis content. Finalement, en fait, l'énorme momentum était dû à une perspective potentielle de rachat de cette boîte par Nestlé. Rachat qui n'a pas eu lieu. Boîte qui a eu des grosses problématiques lors du Covid de stockage, de trucs, etc. Et ce qui faisait qu'elle vendait son lait plus cher que tout le monde, c'est parce qu'elle avait survendu la notion de la protéine A2, le lait classique étant très chargé en protéine A1. Ils étaient là, oui, nous on vend des protéines A2, machin truc. Et là, t'as de plus en plus d'études qui sortent sur le fait que bon, bah, protéine A2, ça change pas non plus énormément la chose. Et donc finalement, cette boîte, enfin, j'ai conservé cette boîte très longtemps dans mon portefeuille. Je me suis énormément raconté l'histoire que génial, protéine A2. Ils vont s'implanter partout dans le monde et ça allait très bien marcher. Non, ça n'a pas marché. Et je pense il faut être très humble vis-à-vis de ça, se rappeler des notions de besoins de base, des besoins inélastiques. Aujourd'hui, du coup, de la boîte dans l'agriculture sur laquelle je suis, c'est une boîte dans l'huile de palme parce que c'est juste un besoin essentiel aujourd'hui à l'humanité et qui fonde toute plus de 10% du PIB de l'Indonésie. Et voilà. Et en allant vers des choses très inélastiques, parfois un petit peu controversées, que t'achètes une bouchée de pain, mais dont la demande est croissante, sans que tu te racontes d'histoire sur un brevet, un ceci, un cela, ça marche souvent beaucoup mieux, quoi. Ouais, je comprends. Non, mais après, tout ça, c'est évidemment théorique. Enfin, théorique. Et toi, tu l'as vécu, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus difficile de se raisonner à dire, voilà. Mais il le faut. Il y a des il y a des leçons qui doivent être vécues pour être comprises. C'est ça. Ça marche. Est-ce qu'il y a des trucs tendance en ce moment? On parlait value, tu parlais de dividendes, tu te disais que t'es pas contre, t'es pas en train de mettre un style versus un autre contre un autre. Il y avait le trend following à un moment aussi qui était assez à la mode. Il y a des trucs qui émergent en ce moment dans l'univers du stock picking ou... Je trouve que les small caps commencent à avoir de plus en plus notamment sur le marché français avec William X. Gons que j'interviewe pour la première fois. Je file le contact à Mathieu Louvet qui va l'interviewer, puis Mounir l'a interviewé, donc finalement il a eu il s'est retrouvé à être dans les papiers de tout le monde et ça a permis de mettre un petit peu en valeur ce segment. Je pense que les small caps c'est de toute façon un segment qui peut repartir à la hausse, même si c'est étonnant que ça arrive maintenant, vu que en règle générale sur les drawdowns de marché en indiciel ça chute plus que le marché en moyenne. Par contre ça reprend bien plus vite, c'est-à-dire que sur les 5 ans qui suivent un gros bear market, en règle générale les large caps vont rester flat pendant environ 5 ans. Et les indices vont rester flat pendant environ 5 ans et ensuite ça reprend. Alors que sur ces 5 ans-là, c'est là où les small caps font en moyenne plus 50% par rapport au large cap. Et ensuite sur le cycle d'expansion, les large caps vont faire un petit peu mieux, les small caps un petit peu moins bien. Mais le gros spread se fait sur la reprise surtout. Mmh. Il y a un effet rattrapage aussi dans on va dire la cote popularité du small cap aux US, c'était déjà tendance depuis très longtemps. Et il y a une sorte de rattrapage, ça arrive en Europe, non? Ça l'idée. Ouais, aussi. C'est vrai que c'est pas du tout, c'est pas forcément quelque chose qui est coté. Et puis même nous, on a plus que de rattrapage. Je pense qu'on n'a pas du tout cette culture-là. Et en Europe, en tout cas, on n'a vraiment pas cette culture-là en France. La Suède l'a beaucoup plus. Mais en France, on n'a pas du tout cette culture de la bourse qui, je trouve, devient de plus en plus populaire et c'est quelque chose de positif. Après, le trend following, scalping, machin truc, je sais pas. Enfin, il y a une stratégie qui existe depuis 100 ans et qui existera encore dans 100 ans, c'est le value investing et c'est celle que je suis, quoi. Je suis pas trop à l'écoute du reste, pour être totalement honnête. Et comment tu sens justement les investisseurs, enfin cette appétence qu'on voit, c'est vrai, des Français pour la bourse, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup
canalisé dans les ETF et dans le fait du passive investing, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même des gens qui ont... Parce que je vois aussi des gens qui ont un certain intérêt pour le private equity, tu vois, Blast, des projets comme ça, et qui sont quand même assez... voilà, il y a une curiosité naturelle aussi pour l'économie, pour les boîtes, etc. qui est là. Comment tu vois les choses? Je vois beaucoup d'excitation, des projets comme Blast, ou le fait d'aller vers des ETF aujourd'hui surconcentrés sur 10 titres. Parce qu'on est en pleine fin de cycle économique, selon moi, on se retrouve plus sur une fin de bulle, comme il y a dû y avoir une énorme excitation dans les années 2000, plus que sur un phénomène à part entière. Et à ce sujet, une phrase, il y a des investisseurs excités, il y a de vieux investisseurs, mais je connais pas de vieux investisseurs excités. Et j'espère que tous ceux qui découvrent ce sujet avec excitation se raisonneront pour vivre pendant longtemps ce chemin-là, parce que la seule chose qui te fait gagner de l'argent dans la durée, c'est le fait de durer, quoi. Et dans ce monde-là, parce que du 10% par an sur 100 000 balles, ça fait quand même pas beaucoup d'argent. Par contre, plus tu attends, plus ça fait des petits, quoi. Tu as cité beaucoup d'investisseurs de référence. Est-ce qu'il y a un peu des ressources que tu pourrais indiquer aux personnes, ou peut-être d'ailleurs c'est quelque chose que je peux mettre dans les notes de l'épisode après, tous ceux que tu as cités qui pour toi sont de référence, mais que Bon, déjà, Value Investing Screener, notre logiciel, on y a intégré des petites vidéos de formation. Je te mettrai un code promo investisseur 4.0, petit code promo surprise pour ton Audimat. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Parlons long terme, où j'ai résumé tous les livres d'anthologie avec un style un petit peu de Draw My Life. Et dans ces livres, ceux qui m'ont le plus marqué, en sortant un petit peu des classiques, peut-être, t'as Investir en bourse à long terme de Francisco Gracia Parames, qui est le Warren Buffett espagnol. Vraiment, je le trouve génial. C'est lui qui me fait découvrir l'école autrichienne. Parce que n'ayant pas eu un parcours, tu vois, économique, en fait, tu vois, je découvre Von Mises, Hayek et tout avec lui, quoi. Et ça, c'était top. Je pense que c'est très important de lire du Jérémy Siegel aussi, Investir en bourse à long terme de Jérémy Siegel, parce que c'est un prof d'économie qui a fait vraiment toute une belle étude de ce qui s'est passé au cours des 200 dernières années. Ça permet de prendre du recul sur les anomalies de marché, quel est l'impact des républicains vs des démocrates, toutes ces choses-là. Est-ce que ce sont des choses qui ont de l'impact, ces notions de small cap, large cap, mid cap, qu'est-ce qui se passe sur tout ça, les différences performances entre les classes d'actifs. Donc ça, c'est un point chouette. Et si je devais en citer un autre, je dirais La psychologie de l'argent de Morgan Housel, parce que t'as la technique et t'as la psychologie, et t'as beau être un très bon technicien, si tu n'as pas l'état d'esprit pour te construire un portefeuille sur du long terme, tu ne feras rien. Tu seras tu seras un bon exécutant, mais finalement tu mettras pas en application, quoi. Excellent, super, merci beaucoup Rémi. Est-ce qu'il y a les gens qui veulent te rejoindre, est-ce qu'il y a un canal préféré que tu peux mettre à disposition? J'ai une chaîne YouTube Parlons long terme, et j'ai une newsletter mensuelle. J'envoie une analyse d'action une fois par mois, tu vois. Pas plus. Ah, c'est cool. Et voilà, donc mais ça se trouve en description de mes vidéos YouTube. Donc déjà, chaîne YouTube Parlons long terme, si vous voulez découvrir des interviews de PDG qui se sont introduits en bourse, comme celui qu'on a tous les deux interviewé, des vidéos que j'ai pu faire sur différents sujets, des gestionnaires de fonds que j'ai interviewé également. Et toi prochainement? Yes, carrément, avec grand plaisir. Non, c'est chouette, t'as des invités vraiment aussi métiers, tu vois, qui sont sur le terrain, et ça c'est cool d'aller dans ce sens-là, quoi. Ouais. Tout à fait. Ça mène une vraie valeur, quoi. Donc bravo pour tout ça. On mettra tout ça dans les notes de l'épisode, et puis un grand merci de partager avec nous toute ton expérience aujourd'hui sur les small cap. Écoute, encore merci à toi pour l'invitation, et à très vite. À bientôt. Salut. Si tu as aimé cet épisode, il y a 2 autres conversations qui devraient te plaire. L'épisode 73 avec Xavier Delmas sur le stock picking, et l'épisode 94 avec Roman Payet sur les actions à dividendes. Bonne écoute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et fait de toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien, et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.